On lance la graine, le bloc zéro, l'arbre de Satoshi. Genesis bloc 2009, l'histoire s'écrit. Des racines dans le code qui nous pricera vers l'infini. Proof of work, bloc après bloc, ça grimpe, t'as compris. Monnaie du peuple, aucun état allait vite. Qui se faufile du dark web à Wall Street. Du cypherpunk qui démontre que le système est un échec. De mon box à la montée des ETF. La résilience paye. Et GM, un bel après-midi à tous. On se retrouve sur Wen après la morning live de ce matin. GM, du coup, dans le chat, GM, bien entendu aussi à mon bon vieux Jeff. Comment vas-tu en ce beau lundi? Salut Smartmo, bah écoute, ça va super. En plus, je découvre cette petite exclue. J'imagine qu'on va retrouver ça bientôt sur Spotify, etc. Limite, on annule le live, on se fait une écoute de votre projet, non? Un prochain album en devenir, hein. En tout cas, ouais, bien ambiancé. J'avais la tête qui bougeait toute seule. Solide. Ouais, pas peu fier de cette petite performance de rap. Et oui, le média innove, le média est en exclusivité. Je trouvais que c'était un très très bon son, justement, de parler un petit peu de l'historique de Bitcoin et tout autour de cet épisode où on va essayer notamment de challenger un petit peu bien la vision, en tout cas celle que j'ai, hein, ceux qui nous suivent régulièrement savent un petit peu comment, en tout cas de prime abord, j'aborde le cycle. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est justement l'idée d'essayer de faire un petit peu un challenge, en tout cas des arguments qui résident d'un côté ou de l'autre de la barrière. Et il y a une question, franchement, qui je pense est dans la tête de beaucoup de gens, mais grosso modo c'est comment le pic de ce cycle en fait va se produire. Est-ce qu'on va le voir en Q4 2025? De certaine manière, on pourrait dire qu'on a à peu près la moitié des gens, en tout cas dans cet échantillon, qui le pensent, ou bien est-ce qu'on va le voir quelque part en 2026, voire tout simplement plus de bear market, et en fait on rentre dans un permabide avec le cycle institutionnel. Donc on va justement parler de tout ça aujourd'hui, et c'est avec un grand plaisir que j'anime ça avec Jeff. Le but étant d'être deux pour avoir une petite overview un petit peu plus complète. C'est un épisode qu'on va faire en 2 fois, donc je tiens quand même à vous dire qu'il y a certains arguments aujourd'hui qui vont être évoqués qui pointent vers quelque chose qui sera peut-être démenti la semaine prochaine aussi, parce que justement l'objectif, voilà, c'est de mettre en tout cas carte sur table tous ces arguments, de les batailler, et que vous-même vous soyez aussi en capacité de prendre votre propre opinion. Bien sûr, on vous dira ce qu'on en pensera à titre personnel, et puis comme d'habitude, ceux qui nous suivent en morning live ont l'habitude, voilà, de connaître un petit peu nos mouvements, notre positionnement, comment on essaie en tout cas d'aborder ce marché. Donc vous connaîtrez bien entendu les updates en temps voulu. N'est-ce pas, mon Jeff? Ouais, clairement. En plus, j'ai oublié j'ai oublié la boule de ma voyante, donc on va pas encore prédire l'avenir, et évidemment le but c'est de construire des raisonnements à peu près objectifs. Il y a toujours du biais qui vient s'immiscer dedans, mais essayer d'avoir des arguments objectifs pour soit se positionner, soit rester en place, ou soit justement anticiper une sortie. Mais ouais, il y a des arguments pour les deux côtés, et comme tu le disais, tu le rappelais ce matin dans le morning live, c'est ce qui fait un marché, hein. Il y a des acheteurs il y a un acheteur pour un vendeur, et c'est ça qui rend nos marchés si passionnants à suivre. Et je pense que les prochaines semaines vont être particulièrement intéressantes et sûrement volatiles. Ça, ouais. Dans tous les cas, c'est vrai que dans les 2 cas, j'ai envie de te dire qu'on ait un cycle un peu allongé ou qu'on ait un cycle normal. J'ai tendance à m'attendre effectivement à de l'upside assez violent, et peut-être même particulièrement du côté des alts, en allant en tout cas vers cette fin d'année. Mais on va ajuster, justement, on va vous dérouler un petit peu tout ça comme d'habitude, mais vous le connaissez, de toute façon, on est assez ouvert ici. Mais n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à nous poser des commentaires et des arguments qui vous font pencher d'un côté ou de l'autre en fait de la balance. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà un petit peu à se donner un sommaire. Il y a pas mal de choses, hein, en tout cas mon Jeff, dont on va essayer de parler aujourd'hui, et je pense que pour se dire, voilà, le cycle peut effectivement être allongé par rapport à ce qu'on a connu, il faudra d'abord être capable de le déterminer. C'est grosso modo, est-ce que les cycles de Bitcoin ont toujours été propres à eux-mêmes, ou bien est-ce qu'ils ne sont qu'un reflet en fait du paysage macro et se font importer d'un côté ou de l'autre en fonction de est-ce qu'il y a des liquidités qui rentrent dans les marchés de manière générale. C'est vrai que ce cycle,
il y a quelques éléments clés qui ont changé, notamment pour moi, en tout cas, de prime abord, le plus important des arguments, c'est le cycle d'adoption institutionnelle. Et il vient de deux côtés, il vient de l'ouverture des ETF sur Bitcoin, et on a pu voir justement, entre autres, ces derniers mois, ces dernières semaines, en tout cas depuis maintenant janvier 2024, des flots effectivement qui n'étaient pas là avant et qui maintenant commencent à prendre exposition sur le Bitcoin. Pareil, on a vu aussi des compagnies, entre autres, arriver. Donc déjà, ça peut effectivement être quand même un des premiers points d'éléments qui, je veux dire, on a de nouveaux personnages qui adoptent la technologie et ces personnages ont quand même des poches beaucoup plus profondes. Et de prime abord, j'aurais tendance à me dire, si le stock market n'est pas en difficulté, n'est pas en bear market, ça va peut-être être effectivement de plus en plus compliqué pour que tu en vois un se produire sur les cryptos, quoi. Bah oui, c'est sûr. La grosse donnée, c'est que ils ont les poches très profondes et puis c'est pour certaines boîtes, des boîtes qui sont bien implantées dans le milieu de la finance traditionnelle, donc qui peuvent encore un petit peu accélérer l'effet de réseau autour des cryptos. Et puis il y a aussi l'aspect, ça légitime de plus en plus cette classe d'actifs. Ça reste ultra risqué, ultra volatile, sûrement parmi les produits financiers les plus volatiles qui soient. Mais maintenant, l'opportunité, c'est aussi vu de plus en plus comme une opportunité par ces gros fonds, ces grandes entreprises, et ça légitime le secteur, et donc ça ouvre la porte d'un point de vue fondamental et structurel, donc c'est-à-dire sur un moyen long terme, c'est positif, c'est positif. Après, c'est comme tout, il faut que ces business plans-là soient bien étudiés, qu'ils aient pris en compte la volatilité extrême qu'il y a sur ce marché. Mais fondamentalement, c'est positif, ça pousse l'écosystème. En tout cas, niveau spéculatif, niveau appréciation des tokens, ça pousse l'écosystème vers le haut, ouais, c'est clair. C'est vrai. Et on le voit quand même, mais sur la charte ici, c'est les flots cumulatifs, donc en cumulé grosso modo, qu'on a rentré dans Bitcoin depuis sa croissance et depuis la genèse des ETF. Et c'est vrai que voilà, on n'a quand même pas arrêté d'empiler, et même encore récemment, je veux dire autour des 120 000 dollars, ces flots continuent d'arriver puisque ces poches sont plus profondes. Elles ont peut-être moins aussi un petit peu les contraintes, en tout cas du retail, qui est qu'aujourd'hui un retail ne peut juste potentiellement plus offrir un BTC complet. Enfin, c'est très compliqué quand tu regardes les niveaux d'épargne des gens. Mais là, on est arrivé face à un nouveau public et l'effet en fait. Moi, numéro un auquel je pense dans cet environnement, c'est ce que j'aurais envie d'appeler un cycle d'adoption institutionnelle. Et je pense que la charte, en fait, c'est ce qu'elle nous reflète et c'est une des raisons pour lesquelles cette charte, à mon sens en tout cas, par cette construction en escalier très très propre, je veux dire, tu trouves un point bas, tu as un doublement, tu fais un moins 25, moins 30%, tu grindes un petit peu, tu refais un 100%, enfin, tu as eu ta baisse ici, tu repars, mais on a une construction quand même très propre et ça ressemble beaucoup plus à un permabid en tout cas que la price action un petit peu beaucoup plus hasardeuse en fait de Bitcoin au cycle précédent où la volatilité était quand même, pour rappel, des gros pumps de 300% repris par des dumps moins 70%, des choses qu'on n'a pas vu du tout en fait se produire ce cycle, quoi. Et ça, c'est quand même une des composantes dont il faut avoir conscience. Ça ressemble, en tout cas en termes de prix, beaucoup plus ce que j'appellerais ce cycle d'adoption institutionnelle à ce cycle d'adoption des particuliers qu'on avait en 2017, quoi, en fait. C'est-à-dire une construction beaucoup plus étagée, propre. Bon, à l'époque, c'était quand même très volatile, mais on l'a vu un petit peu en ce sens, comme un petit peu comme un permabid, quoi, pour le coup. Et ça, je sais pas toi comment tu le vois de ton côté, Jeff. Mais je trouve que c'est effectivement un des arguments, en général, c'est un des arguments premiers aussi de ceux qui te disent qu'il n'y aura plus forcément de bear market non plus, quoi. Alors sur ce point précis, je suis pas encore fixé totalement, et bon, de toute manière, en trading, il faut toujours
des confirmations. Donc on sera fixé une fois que ça se sera produit ou ça se sera pas produit et que ce sera pour le prochain cycle. Mais tu peux peut-être remettre la charte de BTC que tu avais avant. C'est vrai que techniquement, c'est quand même une construction qui paraît assez saine, où on digère les hausses, on prend le temps de consolider. Ça apparaît nettement moins vertical et explosif que les précédents cycles, où le concentré de l'action, il se faisait sur une fenêtre de 6 à 8 semaines. Et bon, peut-être que ça joue aussi sur l'aspect FOMO, parce que cycle dernier et celui d'encore avant, tu avais quand même des semaines où tes actifs, notamment les altcoins, ils prenaient 10% par jour, toute la semaine, tous les jours. Et donc, ça, c'est une machine à FOMO, c'est le meilleur marketing possible, donc ça attire du monde. Là, on a l'impression qu'on est quand même sur... de toute manière, il y a les stats sur la volatilité historique de Bitcoin le montrent. Hein, sa volatilité, elle a tendance à se réduire avec le temps. Et ça s'explique avec des aspects mécaniques très simples. Il faut plus la valorisation augmente, plus il faut d'argent pour déplacer Bitcoin d'1% comparé à comparé à il y a quelques années. Et le truc aussi sur un élément vis-à-vis des fonds institutionnels, surtout des fonds souverains. Moi, un des meilleurs signaux dans tout ça, pour moi, c'est les fonds souverains. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus si le fonds norvégien a acheté du spot ETF, mais je crois que le fonds souverain saoudien l'a fait. Et ça, c'est des signaux quand même assez importants, parce que ces gens-là, ils viennent pas faire un flip, ils sont pas là pour 3 semaines ou pour 3 mois. Donc ça te pose un petit peu la vision de ces acteurs-là. Tu peux raisonnablement te dire que s'ils ont compris véritablement Bitcoin et tout ce qui s'y rapporte, ils seront là au prochain cycle. Et donc, ils seront là au prochain cycle. Ça veut dire qu'ils vont défendre des supports avec nous. On ne sera pas tout seul. Donc, c'est un argument de plus qui peut plaider la cause d'un allongement de cycle. Et ce qui va d'ailleurs un petit peu dans ce sens, c'est aussi pour le coup maintenant la continuité, parce qu'on l'a vu effectivement se produire. Attends, je vais mettre en plein écran parce que je sais que si ça ne l'est pas pour le public, des fois c'est un peu moins lisible. Mais donc on l'a vu sur BTC effectivement prendre forme depuis maintenant plus d'un an. Ceci étant dit, on voit un rattrapage, disons, ce qui va dans le sens peut-être du cycle maintenant sur Ethereum, puisqu'Ethereum a été très très long à amorcer. Il a connu littéralement 1 an et quelques d'ETF flow où c'était quand même pas du tout ça. Je veux dire, ici par exemple presque janvier 2025, avril, on avait des net outflows, on n'arrivait pas à prendre, et c'est que récemment qu'on est devenu parabolique. Et donc, cette phase, effectivement, moi, ce qui m'interroge, c'est de me dire, c'est si on est en cycle d'adoption institutionnelle, ici, on a peut-être une preuve que, grosso modo, ils font à peu près le même schéma d'adoption qu'un particulier le faisait en 2017. Ils sont accoutumés à Bitcoin, ils ont pris le temps un petit peu d'arriver, et à un moment donné, se présente une opportunité sur Ethereum et potentiellement bientôt sur d'autres altcoins aussi qui arrivent avec leurs propres ETF. Mais là, les faits, en tout cas de ces dernières semaines, nous montrent qu'il y a eu un rattrapage massif sur les ETF, les ETF Ethereum. Tout à fait. Attendez, excusez-moi. Hop. Et je voulais justement vous le montrer peut-être du côté de CoinGlass, parce que quand on le voit même. Quand on le voit sur la charte, en fait, on a littéralement eu des prints, vraiment anormaux. Donc, il y a eu quand même un réveil qui s'est produit ces dernières semaines de la part de certains institutionnels, où on a vu des journées, si je ne dis pas de bêtises, où on parle littéralement de 1 milliard d'inflows qui rentraient dans Ethereum, quoi. Et donc, ça plaide aussi quand même en faveur de
peut-être effectivement que ce cycle pourrait être plus long dans l'hypothèse où je vais vous le montrer sur la charte parce que ça va peut-être être plus parlant, mais moi j'ai quand même tendance à me dire il y a un truc qui colle un peu moins bien dans le sens où si on devait toper, j'en sais rien, moi, en octobre, novembre, bon peut-être décembre à la limite ça s'argumente, mais on sort de littéralement 1380 jours, soit en année, c'est quoi, c'est 4 ans, quoi. On a 4 ans d'accumulation potentiellement et dont de l'accumulation institutionnelle qui a opéré dans cette région-là sur Ethereum, quoi. Je me dis, si on break l'ATH, en principe, genre si je prends la charte juste en logarithmique reculé, c'est potentiellement pour aller bien plus haut et peut-être aussi pas que pour juste 2 semaines, quoi. Vous voyez un petit peu justement quand un Ethereum par exemple il passait un ATH en janvier 2021, bon là ici c'était 300 jours de price action haussière. Je vous dis pas que ça veut dire forcément qu'on aura 300 jours, mais sur un point de vue purement graphique, ça me semble ne pas faire énormément de sens de dépasser cet objectif non plus juste pour 2 semaines et vous voyez ce que je veux dire, revenir le réintégrer, quoi. Je sais pas comment ça. Ouais, techniquement, si tu prends juste à froid la charte, techniquement, c'est sûr que tu te dis, à partir du moment où on sort de ce genre de structure, si c'est pas un fake-out, oui, potentiellement, ça peut déclencher beaucoup de choses et être une vraie gâchette pour une grosse jambe haussière parabolique. Après, cette explosion, elle repose quand même largement sur les annonces de Tom Lee et tous les trésors stratégiques qui se mettent en place autour d'Ethereum, ce qui n'est pas forcément une mauvaise raison, mais c'est plus pour ces considérations-là, j'ai l'impression, genre les gens en achètent, en accumulent, que sur des vrais upgrades ou vraies avancées d'Ethereum. Après, Ethereum, ça fait partie des meubles. Je pense pas que le projet disparaisse du jour au lendemain, mais c'est sûr que c'est toujours un bon argument d'avoir de gros acteurs qui viennent accumuler publiquement le token et qui prévoient de s'endetter pour le faire. Donc, je te rejoins plutôt sur l'analyse et le fait que, a priori, si tu sors concrètement de cette zone-là, techniquement, ça peut appeler à une phase de mania et potentiellement des excès. Tout à fait. Et après, tu vois, il y a quand même aussi pas mal de choses qui ont l'air de commencer à se dessiner, notamment au niveau de la DeFi sur Ethereum, et qui pourrait continuer un peu peut-être d'appuyer son bull case. Mais voilà, il y a de plus en plus de solutions et on voit les stablecoins de plus en plus prendre la main. Et ce qui est intéressant ces dernières semaines, ces derniers mois, et ça aussi, ça peut être un des arguments entre guillemets pour le fait de voir un cycle plus allongé en tout cas, mais c'est que si on regarde l'obligataire américain, européen aussi récemment, on a de plus en plus tendance à voir les taux être pricés de manière quand même relativement élevée, et ça veut dire que les prêteurs, en tout cas au gouvernement officiel, ont de plus en plus de mal à leur allouer du capital parce qu'on est en train de voir un petit peu peut-être une sorte d'effet bout du tunnel. C'est-à-dire des gouvernements en fait qui n'arrêtent pas de s'endetter et qui poussent à des niveaux qui commencent à devenir élevés, légèrement inquiétants pour certains, ou en tout cas qui demandent à être payés en conséquence pour ce faire. Et ce qu'on peut commencer à voir peut-être un petit peu émerger, c'est notamment une défiance en tout cas de certains investisseurs, puisque dans un environnement où le marché boursier pousse, où les marchés crypto poussent, eh bien on a quand même l'or qui pousse aussi vers ces ATH, Bitcoin bien entendu qui suit maintenant aussi un petit peu cette histoire. Et ce qui est intéressant, j'en parlais avec un abonné là ce matin en commentaire, mais c'est que même les personnes par exemple qui ont ce côté un petit peu de défiance en tout cas envers les États, à la limite ça les rend bullish gold, ça les rend bullish BTC. Ceci étant dit, quand ils sont bullish chez BTC, en vrai ça passe en stable qui soutient le dollar, donc la cause qui au départ ils affrontaient, mais dans un laps de temps en tout cas indéterminé pour l'instant, mais
on voit la Fed abandonner sa target d'inflation. Ils nous disent littéralement, carte sur table, écoutez, les 2%, ça paraît compliqué. On n'est pas prêt de les revoir et on a d'autres signaux maintenant qui nécessitent notre attention. Et est-ce qu'en fait, on nous envoie pas un signal là, en tout cas quand on voit maintenant le gold partir en ATH, le SP, le Bitcoin et tout en symbiose de la Fed abandonne sa target d'inflation, possède des actifs ou soit sideline quoi en fait. Ouais, clairement. De toute manière, pour enrayer cette dynamique, il faudrait qu'on fasse les choses totalement différentes d'un point de vue macro, c'est-à-dire arrêter les déficits, arrêter la dette. Mais c'est pas possible. Compliqué, quoi. Ouais. C'est pas possible. Personne, aucun politicien, aucun membre de la Fed, ou alors peut-être faut remonter aux années 80 avec Volcker qui avait monté les taux, je crois. 20%. Là, c'est sûr, il y a un nettoyage, mais il y a beaucoup de. Tu fais un bon reset, mais il y a des pots cassés, à payer. Il faut quand même éponger toutes les pertes que ça engendre et surtout la rupture du cycle d'expansion, de dette, etc., et de croissance. Donc, moi, c'est même, j'allais dire la théorie et la thèse du débasement des monnaies fiat, mais en fait, c'est même pas une thèse, c'est prouvé. On commence à avoir quand même pas mal d'historiques sur les fiat, le dollar, la livre britannique, etc., sur un échantillon moins long, l'euro qui a à peine 25 ans, mais toutes les monnaies fiat tendent vers zéro. Et si on voulait, c'est un, comment dire, c'est un feature, pas un bug, c'est codé dedans. On est obligé de un système basé sur la dette. Après ça, il faut toujours plus de dollars pour payer tes intérêts précédents et ainsi de suite. Donc effectivement, tu tends vers la création ex nihilo proche, j'ai envie de te dire proche de l'infini. Puis on a vu ces dernières années les échantillons de Covid et tout qu'on a sortis, enfin voilà, des bazookas monétaires comme il en existe peu et qui potentiellement à qui on doit forcément bien ces résultats qu'on est en train de voir sur les marchés boursiers, même si quand tu prends de l'altitude, notamment depuis 2020, ça donne un peu le vertige forcément, mais notre dénominateur il a quand même changé, même ne serait-ce qu'un million d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes 1 million que de 2017 quoi. Ouais, clairement, et donc ça, moi, c'est une des choses qui m'a fait vraiment m'accrocher à Bitcoin et qui a renforcé mes convictions sur le fait d'en hold et que ça peut être un asset très stratégique de ce point de vue-là dans les prochaines années. Je ne vais pas vous refaire tous les arguments, mais le fait que le supply soit pas corruptible par des banquiers centraux, par une entité centralisée, le fait que ça lui donne une prévisibilité en termes d'émissions, de système économique. Alors après, bonne monnaie, mauvaise monnaie, c'est pas le débat là aujourd'hui, mais oui, le papier commence à perdre de plus en plus de valeur et donc le marché qui comprend ça, il va. C'est pas grave, même si des Nvidia c'est survalorisé, des Apple, etc. C'est toujours perçu comme des actifs plus productifs. Et moi, c'est plutôt mon biais aussi. C'est perçu comme des actifs plus productifs que garder du cash sur un livret A. Et donc, ça favorise qu'il y ait une forme de résilience future ou qui est perçu comme quelque chose qui va surperformer le dollar. Et vu le début du deuxième mandat de Trump, il fait tout pour avoir un dollar faible. Donc ça aussi, ça peut plaider pour une croissance des actifs, des stocks, du gold. Et je pense que la charte du gold, elle ment pas. C'est clairement l'histoire qu'elle est en train de présenter. Et par effet de ricochet pour Bitcoin. Et historiquement, quand le gold part comme ça,
Il y a des outflows marginaux du BTC vers le gold, mais ça finit par se retourner. Et quelques semaines plus tard, on retrouve ce genre de performance sur BTC et lui il commence à enquiller son ATH avec un petit peu de retard. Mais bon, tout ça fait que potentiellement, oui, BTC a encore du jus. C'est vrai, bah, en plus, ce que tu dis, on l'a vu d'ailleurs un petit peu en exercice en 2020, mais l'or qui avait commencé à pousser dès qu'il a trouvé son point bas lors du Covid, il nous a fait quand même un petit ATH très sympathique pour l'époque. Et il a front-run un petit peu BTC, puisque lui, il a poussé de 40%. Bon, pour le gold, c'est quand même une bonne performance, on va dire, jusqu'au 2020, et c'est à peu près, en tout cas, dans ce passage, dans ce dump-là, que la rotation, enfin, il n'y a pas eu de rotation directe potentiellement de gold à BTC, mais en tout cas, ici, c'était une période où BTC, lui, en profitait fortement. Est-ce qu'on s'en va répéter quelque chose, en tout cas, de similaire aussi sur cet épisode-là? C'est un peu des éléments de compréhension qu'on peut peut-être aussi avoir, quoi. Parce que le cycle s'arrête comme il est censé s'arrêter ou qu'il aille plus loin, on peut avoir tendance à se dire il y a moyen quand même qu'on aille potentiellement beaucoup plus haut. Jusqu'à preuve du contraire, les marchés restent haussiers. Le SP il nous a juste fait un truc de fou aussi depuis son dump du mois d'avril. Et on a maintenant un BTC qui, en tout cas, on en parlait dans des revues techniques si vous suivez les lives plus fréquents, mais s'il tient ce niveau, on a peut-être effectivement un contre-pied à prendre et encore des nouvelles targets à aller chercher. Et moi, là où de base j'ai plus un scénario on a potentiellement vu la majorité pour BTC, peut-être qu'effectivement on est que dans une phase où en final on a une belle construction haussière avant un effet un peu plus parabolique, si tu veux, en allant vers l'année 2026, quoi. Ce qui rejoint ce qui pour l'instant nous est donné par la Fed, c'est-à-dire l'abandon de la target de l'inflation. On parlera des contreparties de ce thème plutôt pour l'épisode prochain. Mais voilà, dans l'actuel, en tout cas, ce qu'on peut commencer à imaginer, c'est qu'on a aussi un public de plus en plus qui effectivement se convainc que si on ne possède pas d'actifs, on est juste potentiellement sideline, on est sur le retour un petit peu du cash is trash, quoi. Narratif qu'on n'avait pas vu peut-être depuis 2021. Et ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment des changements structurels au niveau mondial. Et j'ai partagé quelques tweets à ce sujet, mais de ma lecture, tout ça découle énormément de l'invasion russe en Ukraine, et que a posteriori, les pays occidentaux ont sanctionné, ont gelé plein d'avoirs russes qui étaient détenus dans des banques occidentales. Et c'est un signal qui montre que il y a deux blocs. On va arrêter de se voiler la face. Il y a deux blocs qui s'affrontent. La guerre froide, elle est plus tiède que froide pour moi. Mais du coup, ce que les sanctions et le gel des avoirs russes en Occident a généré, c'est une perte de confiance entre ces, entre guillemets, partenaires occidentaux et orientaux. Et ça, comment dire, c'est bullish pour tout ce qui est commodities, pour tout ce qui est matières premières, chose dont l'Ouest, en grande partie, peut manquer, ou versus l'axe oriental, en termes de terres rares pour la Chine, d'aluminium, de réserves de cuivre, etc., de composants stratégiques et ultra déterminants pour les prochaines décennies, pour la croissance des industries, pour l'IA, pour plein de choses. Ces sanctions-là, elles ont acté qu'il y a une réelle séparation entre ces deux blocs, et que détenir des actifs et surtout être souverain sur ces actifs, ça peut être une donnée très importante dans les années et les décennies qui viennent. Ouais. L'aspect isolationniste de Trump, et le fait qu'il veuille
réimporter, enfin, c'est pas le bon mot, réimplanter plutôt des industries sur son sol, ça participe à ça. On sort un petit peu d'une mondialisation qui va dans tous les sens pour plus régionaliser les choses et garder la main sur des filières de production et ne pas être que ta croissance, et notamment sur l'IA, parce que c'est le gros sujet sur lequel toutes les grandes puissances vont investir. Il faut être prêt. Tu peux pas te permettre dans cette course-là, tu peux pas te permettre que ton rival te coupe les vivres logistiques, des matières premières, etc. Donc, ouais, globalement, il faut le plus souveraineté sur tes chaînes de production, et puis nous, à notre petit niveau de particulier, sur nos sous-sous, je pense le mieux c'est, vu la période qui s'ouvre. Je parlais ce matin justement un petit peu aussi de ce truc-là, et je trouve que ça rejoint bien la thèse un peu du jour, mais j'ai pas l'impression qu'on est over-hypé, à l'exception peut-être de la market cap de Nvidia, mais j'ai pas le sentiment, si tu veux, qu'on est parti non plus en euphorie plus du côté de l'intelligence artificielle. Pourtant, c'est une narrative qui est à minima aussi bouleversante qu'Internet, voire même bien plus quand tu le considères un petit peu dans ses cas d'usage et applications futures, ce que ça va représenter. Et historiquement, une invention qui est autant bouleversante et qui peut vraiment avoir des impacts de partout sur la productivité, etc., j'ai tendance à penser qu'effectivement, elle peut largement justifier le fait de voir des comportements humains devenir totalement irrationnels autour des marchés et en fait te recréer une bulle. Et c'est pas que les marchés font la même chose à chaque fois qu'il y a quelque chose, mais c'est plutôt l'humain qui réagit un peu de la même manière à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie disruptrice. Et pour moi, un point qu'on n'a pas forcément encore, en tout cas, accompli à 100% par rapport à mon baromètre perso, en tout cas, et peut-être qu'il est tronqué, mais j'ai quand même tendance à me dire que, en termes spéculatifs, je pense qu'il y a moyen d'aller beaucoup plus loin et haut que ça sur l'intelligence artificielle. C'est possible. C'est franchement, bon, j'ai du mal à me dire qu'on n'en fera pas une bulle s'il n'y a pas déjà une bulle. Mais même dans la vision d'en construire une bulle, enfin, en fait, il y a tellement de nouveautés et de choses qui peuvent être sur la table et qui peuvent changer drastiquement la manière qu'on a de tourner aujourd'hui, que je vois pas comment on va pas faire une bulle là-dessus, en fait. Ça me paraît presque un must-have. Ça me paraît très bizarre qu'on n'en fasse pas, en fait. Parce que justement, il y a tellement de bouleversements que ça justifie, quoi. oui, et puis ça a un aspect tellement stratégique. J'essaie de retrouver. Ah, voilà, je l'ai retrouvé. Un très bon mème sur Nvidia. Attends, je vais te l'envoyer pour que tu le partages, parce que moi, je ne l'ai pas préparé de mon côté. Je viens de le retrouver. C'est stratégique. Ça va même être plus qu'une technologie, ça va être une arme, et c'est déjà une arme. Alors autant une arme létale pour aller faire la guerre, etc., qu'une arme technologique pour augmenter tes rendements, ta productivité et plein de choses. Mais c'est vrai que j'ai du mal sur le papier à me dire comment ça ne finit pas en bulle, parce que il y aura forcément des excès, des vendeurs de rêves. Et donc le mème là que j'ai retrouvé, que je trouve assez drôle, je sais plus, il doit peut-être dater de l'année dernière déjà. Ouais. Je sais pas si vous avez vu Margin Call, mais le type là à l'écran, en gros, il dit que on vend à des prix qui sont certes élevés, mais on vend à des acheteurs volontaires. Donc oui, c'est cher, oui, c'est survalorisé, mais il y a des gens qui achètent. Donc tant qu'il y a des gens qui achètent, c'est que ça vaut ça. Et donc là, le même, c'est le détournement d'Nvidia, qui sont en train de vendre des puces et des projections industrielles de capacité de ces puces à des acheteurs volontaires, mais alors que le sujet n'existe même pas. C'est le paroxysme de la spéculation. Mais même si, pour moi,
on va probablement former une bulle sur ces sujets-là. Je pense que ça peut aller beaucoup plus haut parce que c'est tellement déterminant et le marché actuel est ainsi fait que t'as quand même que quelques acteurs qui ont des 10, 15, 20 ans d'avance. Donc, ça implique des budgets mais monstrueux en investissement. Là, il y a Zuckerberg, je crois, la semaine dernière, qui a redit qu'ils allaient investir 600 ou 800 milliards, on va dire 600, pour pas que je grossisse le truc pour rien, mais 600 milliards dans les data centers, dans l'IA. Bah, Même c'est si c'est là où le parallèle pour moi avec la bulle Internet, il fait sens, quoi. On voit un début justement d'investissement massif à droite à gauche. Il y a eu les fonds justement aux États-Unis qui ont été versés. Bon, Nvidia, on n'en parle même pas. Les chiffres sont juste aberrants. Et en fait, tu as énormément de cash qui tourne autour de tout ça. Tu as probablement aussi bientôt, mais alors même maintenant, mais énormément de startups qui doivent être en train de fomenter autour de cette narrative. Et pour rappel, quand on fomentait la narrative Internet, c'est des années début 90, quoi, jusqu'à la fin 2001. Alors tout le monde te parle de ce bout-là du pump parce que c'était le plus aberrant, c'était 300% en à peine un an et demi, tu vois. Mais tu as eu toute cette construction qui t'a emmené vers un blow-off top. Et effectivement, c'est cette portion-là aussi peut-être du côté intelligence artificielle qui est en devenir. Enfin, pour moi, ça c'est fait partie des choses qui font sens, de se dire voilà, l'IA, on habite le hardware, on habite Nvidia, ok, c'est cool, tu vois. On habite le fournisseur de puces, de cartes graphiques, ce qu'il faut pour l'industrie, mais on n'a pas bid tant que ça le software, à mon sens, en tout cas. c'est très juste. J'ai pas vu, si tu veux, le software être massivement bid, alors que peut-être qu'on a des indicateurs. Tu as quand même des belles valorisations sur les anthropiques, etc. Et donc là, on coche un peu la case du software ou de l'application du service. Mais c'est vrai que, et ça participe aussi, enfin ça plaide pour le fait que ce phénomène dure longtemps, c'est qu'on est encore dans la phase d'infrastructure. Alors, donc ça veut dire beaucoup d'investissement, mais c'est vrai que les killer apps, bon, il y en a quelques-unes, il y a les ChatGPT, machin, mais c'est vrai que les débats, ils sont surtout pour poser les fondations, et donc c'est-à-dire avoir l'infrastructure, les data centers, l'énergie la moins chère possible, et surtout le nerf de la guerre, c'est les puces et les puces performantes. Complètement. Et surtout quand tu le mets un peu en parallèle de ça, je pense que c'est intéressant de se le. Attends, je vais le mettre à côté, mais on a le Russell 2000. Hein, donc, si ceux qui ne le savent pas, le Russell 2000 représente plus le côté des small caps. Voilà, des small caps en action sur les marchés boursiers, et c'est un point de vue intéressant parce que il a tendance souvent à être quand même un peu l'index avancé, on va dire, pour voir les altcoins. Est-ce qu'on a de l'appétit pour le risque? Est-ce que les capitaux ont de l'appétit à rotate vers des plus petites capitalisations? Ce qui, dans notre cas, pour l'épisode d'aujourd'hui, argumenterait effectivement dans le sens que eh bien, on a de l'upside, on a potentiellement plus longtemps qu'on le pense pour ce genre de capitalisation-là, en fait. Exemple, par exemple, le Russell 2000, tu vois, il breakait son ATH, lui, en novembre 2020, 2 mois avant que Bitcoin, que les Total 2, Total 3 le fassent. Ici, je suis sur le Total 2, donc c'est tous les altcoins, exception faite de Bitcoin, bien sûr. Et on voit un petit peu quand même que sur la même période, il y a eu effectivement un effet en tout cas, ils ont pump en symbiose. Aujourd'hui, on se rapproche plus que jamais d'un setup peut-être similaire si le Russell arrive à repasser de ce niveau, et le Total 3 Total 2 qui est tout juste en train de retester également aussi ses ATH. Et là, c'est pareil, mais tu vois, la dernière fois qu'on a fait ce breakout, on en a eu quand même pour quelques 300 jours. Et c'est normal, parce que toutes les personnes qui injectent des positions ici, ça prend du volume, ça prend du temps, si tu veux. Et donc, pareil, ça prend du temps aussi pour les sortir. Et c'est
en ce sens-là où j'ai vraiment tendance à me dire, bon, il y a des choses sur lesquelles, et on en parlera dans l'épisode de la semaine prochaine, ça fait sens de voir peut-être les marchés prendre un stop en fin d'année, mais il y a aussi énormément de choses qui restent dans la balance et qui peuvent justement justifier bien une spéculation future et qui dure peut-être plus longtemps que ce qu'une moitié, en tout cas a priori, du marché a l'air d'être prête à entendre. C'est ça qui est intéressant, c'est quand même que dans ce petit moment, c'est un petit échantillon, il faudrait voir ce que ça donne vraiment peut-être sur 200-300 000 personnes, mais on a une moitié de personnes qui seraient convaincues qu'on top ce Q4, et l'autre moitié qui, grosso modo, soit en sextant en 2026, soit on n'a plus de cycle baissier, quoi, mais qui voit par-delà la fin de cette année. Et je pense que ça peut être un bon moment justement peut-être pour introduire l'article dont tu parlais, dont on parlait juste avant, et le commentaire d'Yado juste après. Je reprends peut-être 2-3 commentaires vite fait parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas sur ce que le chat. Après on reprend, ok. Donc mon H-Crew, Hyper GM, à toi mon Casper. Les ETF remplacent le retail, mais ça tournera. Pour moi, les ETF les retails ça restera quand même deux choses différentes, mais tiens, un des arguments quand même aussi là-dessus qui est intéressant, il n'y a que peu de temps en arrière qu'on a vu justement de la vieille supply Bitcoin se réveiller sur Hyperliquid et commencer à enclencher une rotation, ce qui va un petit peu dans le sens de ce que je vous montrais juste avant avec le Russell 2000, l'indice des altcoins qui sont tout juste sous ATH et qui pourraient potentiellement se faire push, et une raison de plus aussi pour lesquelles pour moi on peut vivre une alt season, dans le sens où c'est une preuve assez formelle que de la vieille supply qui dort, il y en a encore, et il y en a encore beaucoup plus que sur les ETF à l'heure actuelle. Oui, les ETF flow sont présents, mais à un moment donné, on l'a bien vu, un mec qui fait un x8 est capable de le reprendre, de le rotate sur Ethereum, est-ce qu'il sera pas capable de faire ainsi de suite sur une autre mid-cap par la suite? Perso, je le pense. On peut traduire la charte actuelle de BTC et l'état du marché à des taux qui sont hauts. Si les taux étaient bas, est-ce que la construction de BTC aurait été aussi propre? Là, de toute façon, on marche avec des si, donc franchement, tu vois, on peut réécrire le truc comme on veut, mais il est essentiel de savoir composer avec l'actuel. L'actuel, moi, ce que je vois, c'est quand même qu'on a eu des flows qui nous ont aidés à construire, je pense, une price action qui est quand même beaucoup plus solide que celle de 2021, et c'est potentiellement grâce aussi à ce que Jeff disait, mais on a énormément plus de dollars qui sont présents. Il faut donc plus de dollars pour bouger le marché d'un côté comme de l'autre. Donc forcément, ça a tendance à pérenniser aussi un petit peu la construction de tas de chartes, puisque pour Bitcoin, maintenant, on parle quand même d'un actif à 2 trillions de dollars. Donc au sens de la finance globale, il y a encore largement de quoi grossir, mais en même temps, ça commence à être un gros bateau. Ouais, mais on peut. Bon, évidemment, on ne sait pas parce que c'est réécrire le passé, mais tu peux légitimement te dire que avec des taux un petit peu plus accommodants, on serait potentiellement déjà plus haut parce que le risque associé à Bitcoin aurait été moins grand avec un coût de l'argent, enfin, avec un argent qui te coûte moins cher à emprunter et toutes les mécaniques de liquidité qui en découlent. Mais c'est sûr que on n'aura jamais de moyen de le savoir. C'est notre bull run. On vit dans ce multivers-là. Et au final, c'est pas forcément plus mal. Alors, du coup, c'est un truc que je partage aussi de temps en temps. Mais Bitcoin, j'appelle ça c'est le trade ennuyeux pour l'investisseur feignant. Franchement, tu achètes du Bitcoin, tu reviens dans quelques années, mais qu'est-ce qui a pu t'arriver? Alors n'écoutez pas Bruno Le Maire, vous ne pouvez pas perdre 500% de votre investissement. Ce n'est pas possible. Vous pouvez rendre vos gains latents, mais non. Après, je suis 200% moi d'accord avec H-Crew. Il ne faut pas oublier qu'on a eu un BTC qui est passé de 15 700 à 124 500 dans un contexte fort. Exactement. Donc, comme quoi, les taux, on s'en fout un peu en vrai. Hein. La vérité, elle est là. Hein. Et c'est pas propre qu'à BTC. C'est pas un phénomène isolé. On a envoyé. Tout. C'est-à-dire, par exemple, les taux forts, c'est un peu quand même l'antithèse, normalement, j'imagine, d'un goldo aussi bien évalué. Et pourtant, on a envoyé le gold, on a envoyé le S&P avec des gens qui ont de plus en plus de mal à lever de la tête, quoi, en fait.
Donc, c'est une des raisons qui aussi, et j'en parlerai beaucoup plus en profondeur la semaine prochaine, mais de prime abord, mon avis, ça reste quand même qu'il y a des risques macro qui nous pèsent dessus, et là, à contrario, la baisse des taux ne nous sauvera peut-être pas. Ça, c'est mon avis, en tout cas perso, mais je suis conscient et j'écoute aussi justement les arguments en parallèle de ce qu'on vous évoquait juste avant, qui fait que peut-être, ouais, on pourrait avoir un push potentiellement plus long que ce qu'on ne pense, et qu'on est peut-être trop matrixé aussi par la cyclicité, quoi. Ouais, après c'est dur de faire ça. On est obligé de la considérer parce que jusqu'à maintenant ça s'est passé comme ça, et que bah, si ça se reproduit une nouvelle fois comme les autres cycles, il vaut mieux ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier et ne pas être exposé 100% au scénario. Ça continue, continuation jusqu'en 2026, voire même plus, et blow off top là. Je pense que c'est un play qui se joue à l'allongement du cycle, mais ça peut être très dangereux de tout miser dessus. Et surtout si on conclut ce cycle comme les autres, à peu près au bout de 4 ans, bah tu le sauras une fois que on aura la confirmation, une fois que les prix seront nettement moins intéressants. Donc je pense que ça se joue. Moi, personnellement, je ne suis pas encore fixé. À l'instant T, le risque macro que je vois, alors on balaye évidemment tous les Black Swan, parce que ça, c'est par définition, c'est pas des choses qu'on peut anticiper. Mais moi, s'il y a un risque macro, c'est seulement une fois que l'économie, notamment US, aura chauffé à mort. Et visiblement, on a quand même plusieurs indicateurs, on peut peut-être même faire une transition là-dessus, des indicateurs de business cycle qui sont loin d'une surchauffe et qui sont pas dans des niveaux auxquels on trouve ces indicateurs quand il y a surchauffe de l'économie, que tout le monde est ultra confiant parce que tout est parfait, la politique est parfaite, etc. Moi, si je voyais un risque macro, ce serait seulement après qu'on ait eu une surchauffe de Trump via ses politiques, et en Je mets ton plus screen à la Fed. l'écran, Jeff. Comment? Je mets ton screen à l'écran. Ouais. Ok, Alors, go. on fait sur le business cycle ou tu voulais passer sur l'article avant? Bah, suis ton déroulé, hein, si tu voulais parler du Ouais, business actuel comme ça. ça Ce qui est bien, c'est que chaque point qu'on aborde, au moins, on le coche, parce qu'après, sinon, on va revenir dessus. Ouais. Alors, normalement, c'est bon là? Ouais, j'ai ton écran, en tout cas, sous les yeux. Alors, il y a cette chart qui est tirée d'un podcast que j'aime beaucoup sur YouTube. Alors, c'est un podcast qui est en anglais, fait par des Américains, des Canadiens, qui s'appelle Forward Guidance. Et niveau macro, ils sont très bons, très intéressants. Ils reçoivent beaucoup d'investisseurs, des gens de la TradFi, etc. Et c'est souvent très pertinent. Donc, j'aime bien les suivre. Et la semaine dernière, un peu par hasard, parce que je l'avais raté, je suis tombé sur ce podcast qui date d'il y a un mois déjà, où il recevait Raoul Pal et son associé. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand investisseur reconnu avec quand même un bon track record en TradFi. Je crois qu'il a des trucs, des calls, etc. en crypto qui sont un peu moins bons, un peu moins précis, mais sur la vision globale des choses, le gars se pose là quand même. Et il partageait cette charte, notamment de l'ISM, c'est un indice américain. Et visiblement, d'après cette charte, on n'est pas encore dans une surchauffe de l'économie et on voit américaine. Et les derniers chiffres de l'emploi sont quand même pas très bons. J'ai cru voir qu'il y avait plus de gens au chômage que d'offres d'emploi disponibles. Donc, ce qui est pas un signal incroyable niveau marché de l'emploi, mais en même temps, si on part du principe que la Fed, elle doit gérer l'emploi
et l'inflation. Et donc, si on part du principe que la Fed va négliger l'inflation et dire, bon, c'est pas grave, on est toujours au-dessus des 2% annuels, mais on a commencé à baisser et c'est pas grave, on va laisser filer un petit peu l'inflation pour surtout pas que le marché de l'emploi soit trop étranglé, trop la tête sous l'eau. Ben, la baisse de taux peut restimuler à nouveau l'activité économique et ce qui, à terme, va relancer la consommation, ce qui relance l'inflation, etc. Alors qu'on a déjà des premiers signes d'une inflation qui revient et les anticipations sur les tarifs sont en ligne avec ça et prévoient de l'inflation. Si ce n'est pas dans les mois qui viennent, ce sera dans les années suivantes. Mais bon, de toute manière, peu importe les scénarios, moi, c'est une croyance très profonde. Il y a toujours de l'inflation. Peu importe les scénarios, il y a de l'inflation, il y aura de l'inflation. Donc, encore une fois, on en revient au fait de posséder. L'inflation des actifs, celle-là, elle est réelle. Mais pour juste donner un peu de contexte, si jamais il y en a qui ne sauraient pas comment le lire, grosso modo, l'ISM, c'est un indice en fait manufacturier. On part du principe que quand vous êtes au-dessus de 50, vous êtes dans une économie qui plutôt est en phase de prospérité. Quand vous êtes en dessous de 50, vous êtes plutôt en phase de contraction, quoi, voire des niveaux récessionnistes. Hein. C'est un petit peu ce qu'on a pu voir dans les dernières échéances, en tout cas quand on est passé sous les 50. À l'heure actuelle, depuis fin 2022, on est sous 50, littéralement. Et là où ce qui va être déterminant un petit peu sur cette charte, c'est cette construction, en fait. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu autour des précédentes fois où on avait fait un passage sous les 50. Mais c'est vrai que depuis 2022, tu as une mini-construction haussière qui, pour l'instant, est en train bien d'exécuter. On le voit, la charte est un petit peu, on dirait qu'elle est un peu leading avant de remonter à la hausse, plutôt que de reprendre sa baisse. Alors, bien sûr, c'est pas une garantie, mais c'est un peu l'effet que ça donne. C'est vrai que dans ce cas de figure-là, ça pourrait laisser à penser que, il y a à nouveau un passage au-dessus de 50 à faire et une phase où on pourrait être prospère prochainement. Mais bien entendu, ce sera contrasté aussi avec le marché de l'emploi et les datas ajustées au réel, quoi. Donc ça, c'est des choses. D'ailleurs, ce qui sera très intéressant, c'est qu'on aura l'occasion d'en parler en profondeur la semaine prochaine, pour le coup. Ouais, et je veux pas faire mon chartiste du dimanche, hein, mais là, on a vas-y, mon chef. On a un bottom en Adam et Ève. Bon, il y a eu un cycle, il y a eu un cycle de business entre. Hein. W pattern. Hein. Voilà, le W. Là. W pattern, c'est infaillible, le W pattern. W. Non, ouais, du coup, parce que c'est vrai que, Raoul Pal, lui, il est fervent partisan justement un peu de cette thèse qu'on irait, je crois, au-delà, hein, en tout cas de ce que une partie du marché s'attend, c'est-à-dire ce Q4, et qu'on irait dans ce qu'il appelle la banana zone. Hein. Donc, pour rappel, c'est un peu une thèse justement sur laquelle ce fiat débasement emmène des classes d'actifs à performer, voire surperformer, puisque en gros, selon lui, si tu holdes pas un minimum du Nasdaq, tu surperfes même pas vraiment ta perte de pouvoir d'achat, quoi. En fait, tu conserves ton pouvoir d'achat, quoi, un peu. Ouais, clairement. Et c'est tout le thème de ce podcast, de ce podcast là, pardon. Donc pour ceux que ça intéresse, je pense qu'il est très pertinent à suivre. Et même de façon générale, ils sont tous plutôt intéressants, ces podcasts. Si jamais ça vous intéresse aussi sur le... Jeff, je vais me faire couler un tout petit café, je te laisse 30 secondes, ok ? Vas-y, je t'en prie. C'est moi le patron de Wen maintenant. Si ça vous intéresse, j'ai... Pourquoi il y a un seul ? Ah, ça remonte pas. Bon, c'est un flop. J'ai partagé d'autres charts à ce sujet ce week-end. Mais c'est quoi ce... Ah, j'y ai plus accès. Bon. Je suis désolé, il faudra aller sur mon... Je peux pas vous le partager là tout de suite. Je sais pas si tu es revenu déjà, Smart. Mais grosso modo, c'est d'autres charts qui appuient
cette observation, ce constat que l'économie et notamment l'emploi est pas en surchauffe, plutôt tout l'inverse. Alors ça peut être lu comme un mauvais signe, mais ça peut être justement une bonne justification pour Too Late Powell de rebaisser à nouveau les taux. A priori, les traders sont en train de pricer 25% de baisse, quasiment à 100% en septembre. Là, c'est dans une dizaine de jours, je crois, la réunion. Ouais, je peux le passer à l'écran si tu veux. Ouais, si tu veux. Et il y a même, je crois, quelques traders qui price 50 points de base dès septembre. Alors, c'est vrai que c'est dans le pipe. Maintenant, à toute proportion gardée, on n'est qu'à 10% de possibilité. Demain, c'est un jour important parce que il y a une révision annuelle littéralement des emplois et donc attention à ce que ça précipite pas ce côté-là. Je serais pas fan, je pense, de voir un 0,5 point de base parce que ça voudrait dire qu'en gros la Fed elle était en train de paniquer. Donc c'est un peu le scénario qu'on aimerait éviter. On aimerait rester dans ces proportions-là pour voir un 0,25 point de base et à la limite leur scénario des 3 coupures sur la fin de l'année. Que le marché déjà commence un peu à digérer, à s'ambiancer là-dessus et pas qu'ils se disent oh putain la Fed est en train de réagir à rebours un peu comme des fois elle l'a fait dans le passé où ça a été signe de mauvaises expériences en tout cas. D'autant plus ça ferait que si là il a envoyé moins 50, ça fait que les 2 dernières baisses de taux c'était des moins 50, ce qui est un peu, tu te dis c'est sûrement un peu agressif alors que tu pouvais échelonner ça en 4 mois différents. Bon, Powell, il a sûrement eu ses raisons, bien que la Fed soit totalement indépendante, comme on le sait, il a sûrement eu ses raisons de baisser, d'être un poil agressif en septembre dernier. Mais les chiffres combinés... Bon, Trump aussi, il a fait tout ce qu'il a pu de son côté pour forcer la main, que ce soit directement en plaçant des gens, en voulant faire démissionner Powell, il fait tout pour forcer cette baisse de taux. Donc il ajoute un petit peu d'huile sur le feu et puis bon, il va finir par l'avoir sa baisse de taux, on dirait. Y en a qui pensent que je pars me faire couler des bains en live, voire que je pars couler des bronzes. Ah ouais, solide les frères. Ça, ouais, non, roue libre quoi. Demain, ça va faire mal. Ouais, attention à demain, attention à. Pour moi, maintenant, les datas de l'inflation, franchement, pas pour être mal poli, mais on s'en bat les couilles. De plus en plus, c'est plus le combat. En tout cas, c'est ce que la Fed nous a dit. Donc, tous les yeux sur le chômage sur ces prochaines semaines. Et je pense que je vais peut-être reprendre un petit peu un épisode vis-à-vis de ça. On pourrait aller diguer ça ensemble. Vous me direz si ça vous intéresse. Je reprends deux trois commentaires. Ouais. Smart Dealer arrêté de mid-curve. On part en alt season, Smart. Ok, courant. Pas en alt season, les gars. Non, moi, je reste de cet avis-là aussi. Hein. On le voit, mais il y a quand même pas mal de choses qui, dans tous les cas, sont positives. Donc, pour l'instant, je pense que le biais devrait être bon. Et, ça, c'est pas le sujet. La seule question, grosso modo, c'est quand, when. C'est when. Si là, c'est le live mid-curve, venez pas la semaine prochaine. Hein. Ah, la semaine prochaine, attention, hein, parce que la semaine prochaine aussi, ça va faire mal. La semaine prochaine, ça va faire très très mal. Et moi, je vous le dis d'office, je suis quand même de base beaucoup plus enclin sur le scénario de la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, même si jamais on avait, tu vois, la thèse d'un scénario d'un marché qui push tout en 2026. Je crois que tu en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je serais bien nécessairement incapable de rider avec une full exposition, je pense. Ouais. Dans tous les cas, parce que j'ai quand même besoin que le marché aussi me prouve un peu le contraire. Mais voilà, je cherche pas non plus à avoir forcément entre guillemets raison contre lui, mais forcément les gars, il y a un des
facteurs qui peuvent être un peu inquiétants dans cette thèse qu'on voit émerger de nos jours sur le fait qu'on irait plus loin. C'est aussi le fameux cette fois c'est différent, alors que des fois ça ne l'est pas bien tant que ça, quoi. Darkfost, tiens, GM à toi Darkfost, je reprends tes commentaires. Faut aussi se dire que le marché se transforme et peut-être la définition de bear market va bientôt être différente. Ah ouais, dans le sens Bitcoin il tape à moins 35, c'est un bear market, je pense que c'est ça que tu veux dire. Un peu à l'image de la bourse. L'ISM Manufacturing, ces services ont vu leurs indices prendre une petite claque, notamment à cause de l'emploi de ce secteur. C'est là où il faudra être prudent sur l'interprétation du truc. Je préfère vous le dire quand même aujourd'hui, histoire que vous ne dites pas que c'est un épisode full opium, que de l'opium non plus, mais voilà, l'emploi, les datas de demain seront sous haute surveillance, IMO. Du coup, je te laisse reprendre la main, mon Jeff, puis après on va aller faire un petit tour sur l'article en question, justement. Ouais, bah justement, je comptais y passer là. Je sais pas si tu voulais voir d'autres trucs avant. Non. Justement, ça fait un petit lien avec, il y a sûrement la classe moyenne et les plus pauvres qui souffrent. Il y a peut-être en face de ça une bulle IA qui se met en place, qui se gonfle. Mais pour autant, c'est pas parce que malheureusement les petits souffrent qu'on va pas continuer les excès et que il y a une nuance entre l'économie, comment se porte l'économie et comment se portent les marchés. Fatalement, les choses sont liées, mais la corrélation n'est pas 100% juste 100% du temps, et encore plus dans des contextes où tu as des bulles qui se créent. Le principe d'une bulle, c'est que c'est décorrélé de toute réalité. Notre problème, il est maintenant, ça va être le chômage aussi. Ce qui est un truc qu'on ne dit pas d'ailleurs sur l'emploi américain, mais qui a eu beaucoup lieu et qu'on va commencer à voir se matérialiser, c'est que la vague d'inflation qu'on s'est pris dans la gueule, surtout aux États-Unis, a la nécessité que beaucoup de foyers commencent à enchaîner notamment un deuxième emploi. Pour subvenir à leur fin de mois. Et en fait, c'est notamment ces deuxièmes emplois aussi qui, dans un premier temps, ont adouci peut-être les statistiques de l'emploi en partie. Bien entendu, il y a d'autres facteurs aussi qui le jouent. Oui, mais il va falloir beaucoup d'électricité pour faire tourner ce beau monde. Peut-être la future énergie qui vaudra de l'or. Il y a un move à faire là. Clairement, là-dessus, je suis 200% d'accord avec toi. Le point de vue énergétique. L'autre jour, j'étais en off avec Casper dans un Discord, on est parti en couille un petit peu à parler de ça. Mais il y a un monde, je veux dire, où une IA nécessitera peut-être l'usage de 3 centrales nucléaires dans un futur, je sais pas quand, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, ça consomme tellement de ressources et en même temps, on va tellement justement vers cette avancée que j'ai l'impression que l'énergie on risque à un moment donné d'avoir même des difficultés entre choisir la répartition entre l'énergie qu'on accorde aux IA et aux humains, parce qu'il y aura peut-être des sacrifices qui seront faits ou des prix en tout cas qui pourraient exploser de manière délirante, quoi. Ouais, c'est sûr que l'énergie, ça va être une commodity de plus qui va valoir son pesant d'or et qui est réellement critique pour l'IA. Déjà, de toute manière, pour n'importe quelle industrie et n'importe quelle croissance, les pays qui n'ont pas d'énergie, soit qui n'en produisent pas ou qui n'ont pas accès à de l'énergie, ils n'ont pas de croissance. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de PIB sans énergie. Ces chocs énergétiques, ils ont déjà commencé. Encore une fois, suite aux sanctions contre la Russie, l'explosion du pipe Nord Stream. Les Allemands, mais bon, dans un sens, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, vu la politique énergétique qu'ils mènent depuis au moins 20 ans. Là, les Allemands, ils vont le sentir passer, le coût énergétique, justement, et cette redéfinition de tout ça. Après, est-ce qu'on va devoir faire des choix à terme ? Perso, j'y crois pas, parce que... Ou alors... peut-être en Europe, mais dans les endroits les plus libéraux du monde, ils feront pas le choix. Ils sont en train d'investir. La Chine, j'ai plus de chiffres, mais ils ont beaucoup de projets nucléaires, beaucoup de réacteurs qui doivent voir le jour déjà dès cette année, je crois, et dans les années qui viennent, parce que ça, maintenant, c'est une donnée intégrée que l'énergie, ça va être critique. Et quand tu as des disruptions comme on a,
le coup du Covid où tout le monde s'arrête. Bon, là, c'est entre guillemets, c'était de bonne foi et c'était pas une guerre comme la situation Ukraine-Russie. Mais déjà, ça te met un premier coup dans les chaînes logistiques. Nous, on s'en est rendu compte en France, masque, pas masque, etc. Enfin bref, on était démunis tout simplement parce qu'on ne produit plus rien sur notre sol. Et tu ajoutes à ça, bah, là, une réelle fracture avec bah, une guerre, des morts, une invasion territoriale, etc. Ça fragilise encore plus bah, tous les rails qui abritaient, qui permettaient les échanges. Donc, c'est ça prolonge ce phénomène-là. Après, sur le point précis, à devoir choisir l'énergie, je pense pas parce que j'ai l'impression que les pays sérieux qui ont saisi ça, ils sacrifieront pas l'un pour l'autre. Tu fais les deux, tu investis au bon endroit et notamment tu relances le nucléaire. Enfin, pour ma part. Le problème, c'est que ça prend beaucoup plus de temps de construire une centrale que d'améliorer un modèle de LLM, quoi, en fait. Donc après, c'était extrapolé, tu vois, c'était un petit peu sortir de son contexte, mais dans un futur, j'en sais rien, moi, 2035-40, le problème, c'est que c'est absolument compliqué, en tout cas, de le prévoir en tant que tel, mais tout ce que je garde en tête, si tu veux, c'est un petit peu la manière exponentielle qu'a l'intelligence artificielle de s'améliorer, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est le truc que nos cerveaux ne comprennent pas bien à cet âge-là, et raison pour laquelle je pense qu'il est potentiellement possible de voir une vraie énorme bulle en fait se fomenter autour de ce narratif, parce que c'est sûrement une des plus grosses disruptions, je veux dire, à l'échelle de l'humanité que tu auras vécu all time, tu vois. Il y en a eu des disruptions, mais celle-là, elle va juste être beaucoup plus rapide, violente à intégrer que par exemple les chemins de fer, tu vois ce que je veux dire, l'ère de l'industrialisation, ne serait-ce même que l'internet qui a mis quand même un certain temps à se développer. La ChatGPT, c'était 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Aujourd'hui, je ne sais même pas à combien on est, mais ça te donne quand même une idée. Surtout que oui, cette techno, elle est adossée à une autre techno qui est totalement incroyable et qui n'a pas fini de transformer le monde, c'est Internet. Donc là, j'avoue que tu additionnes les deux, tu te dis que oui, on peut avoir du narratif pour les marchés pendant quelques années, quelques cycles, et que ce sujet va devenir de plus en plus important. On va mettre de plus en plus de budget dedans. Bah, dans l'article là qu'on a partagé, pas le commentaire de Yadosk, mais l'article originel. Voilà. Malgré les ouvriers, les petits, la classe moyenne, etc., qui souffrent, si on fait un agrégat de l'économie, littéralement, c'est ce qu'il écrit, ça rugit. Il y a de la force. Tout ça, c'est sponsorisé, c'est promu par une augmentation des capex, donc des capitalisations, des investissements qu'on va faire, de la dette qu'on va lever pour faire quoi? Construire toute cette infra IA, c'est les data centers, c'est aussi les centres qui produisent de l'énergie, parce que si Bitcoin, ça fait bouillir les océans, je peux vous dire que ChatGPT, ça fait pas des glaçons, tu vois, dans l'océan. Et on voit des Meta, des Apple pas Apple, Microsoft qui prévoit d'envoyer des chèques de 600 millions, là, dans le cas de Meta, juste une boîte qui annonce 600 milliards d'investissements autour de ces sujets, donc data center, développement d'IA, 600 milliards injectés d'ici 2028. Donc, c'est énorme. C'est énorme, et surtout que c'est pas le seul à le faire. On a vu, c'est Bill Gates qui était à la Maison Blanche la semaine dernière. Ouais. Je sais pas s'il n'y a pas eu Tim Cook. Enfin, en gros, ils sont tous venus lui cirer les pompes et lui embrasser la chevalière dans le bureau ovale. Et les discussions, elles tournaient autour de ces sujets-là. Apparemment, on me dit que les 600 milliards de Meta étaient fake. Il a dit ça pour faire plaisir à Trump. Il y a une vidéo. Probablement. Je ne sais pas si lui y est allé, Zuckerberg.
mais si je dis pas de bêtises, Tim Cook de Apple et Bill Gates ont rencontré Trump récemment, et à la clé, il y avait des promesses d'investissement sur le sol américain. Donc, ça peut continuer d'accentuer la classe moyenne et le bas peuple qui voit ses conditions financières se dégrader un peu, mais à côté de ça, des actifs qui continuent de surperformer le dollar, et notamment nos chers cryptos. On avait d'autres points un petit peu à voir avec l'équipe. Moi, c'est à peu près tout. Après, on peut peut-être refaire je ne sais pas si toi, tu avais d'autres choses à ajouter. Je pense ça peut être sympa de faire un petit récap, en tout cas, de l'épisode pour que on puisse synthétiser un petit peu cette pensée. Bien que, en tout cas, moi, je parle en mon nom, je te laisserai t'exprimer après, Jeff, mais en fait, il y a du crédit dans les deux côtés de l'histoire, dans le sens justement de voir un petit peu ce qu'on vous montrait dans l'article juste avant, un potentiel pump qui pourrait encore s'étendre jusqu'en 2026 via certaines raisons qu'on a évoquées. Ceci étant dit, on aura aussi également énormément de challenges qu'on vous décortiquera dès la semaine prochaine, puisque il va falloir être capable d'anticiper peut-être un petit peu des retournements macro si jamais il y en a qui sont amenés à se produire dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Les datas autour de l'emploi seront absolument cruciales, mais on a une construction graphique, si je parle vraiment purement graphique, qui est quand même encourageante, notamment vis-à-vis du Risk-On. J'entends Russell 2000, j'entends Total 2, Total 3, Bitcoin dominance, Ethereum qui surperf Bitcoin, etc. On commence à voir effectivement une construction qui nous laisse à penser qu'on peut être plus proche que jamais de voir enfin une performance assez erratique de la part des altcoins à la hausse, qui pourrait nous permettre de nous porter et de fomenter cette fin de cycle, tout ça sur le fond d'une narrative aussi d'intelligence artificielle qui n'a peut-être pas dit son dernier mot et qui pourrait encore être exploitée largement à la hausse. En parallèle de ça, on a effectivement beaucoup de choses qui ont changé quand même par rapport à ce qu'on a connu de BTC lors des années 2020 et auparavant. Aujourd'hui, on est sur un cycle d'adoption institutionnelle et je vais reprendre un petit peu l'écran juste pour le réillustrer quand même, mais cette adoption institutionnelle laisse quand même à penser que les institutions font un chemin un peu similaire que les particuliers faisaient lors de 2017, à la différence que c'est juste des institutions, elles ont des poches plus profondes, mais elles ont plutôt bien permabit BTC, et c'est vrai que la volatilité intrinsèque à Bitcoin a changé ce cycle. Exo, on n'a jamais dû voir plus d'un moins 35%, peut-être qu'il a dû se produire ici. 32-33%, et je crois qu'ici on était à peu près sur la même longueur d'onde. Donc pour l'instant, effectivement, cet effet permabid on a commencé à se voir sur BTC, il va peut-être commencer à se matérialiser sur Ethereum. Les capitaux aussi qui commencent justement à se réorienter autour de certains altcoins. Il y a des narratives comme les ETF pour des alts comme peut-être Sol, XRP, entre autres Doge etc. Je vous les refais pas tous, mais qui pourraient voir le jour, et ce dès le mois d'octobre. Et donc, à se demander justement si elles ne vont pas continuer un petit peu d'alimenter cette phase et nous aider enfin à partir en price discovery et avoir là, pour cette fois, pour ce cycle, nos altcoins prendre des performances assez élevées, assez fortes. Tout ça sur le fond on est en train d'envoyer tous les marchés en ATH. L'or est en ATH, les marchés boursiers sont en ATH. Pour l'instant, tout continue. Il y a peut-être un menteur dans la pièce, mais j'ai envie de vous dire, jusqu'à ce qu'il y ait un breakdown, c'est vrai qu'en tout cas, les marchés sont incités et continuent de pousser. Pareillement, on a le dollar américain qui aussi est sur un point pivot, un point clé. Et là, clairement, en fait, soit on va réussir à trouver peut-être un point de retournement autour des zones actuelles qu'on est en train de faire, ou alors, à l'inverse, si on l'enfonce, on pourrait regarder littéralement un dump de quasiment 10% à nouveau sur le dollar, ce qui pourrait encore plus fueler cette aversion au risque, cette aversion à aller acheter des actifs, puisque le dénominateur, en tout cas pour les Américains moyens, perdrait encore
en valeur ou autre. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent aller quand même, j'ai envie de dire, relativement dans notre sens. Pareillement, la Bitcoin dominante, mais si vous la prenez en mensuel, elle donne enfin quand même aussi un peu des signes de cassage à la baisse. On attend encore des confirmations, mais grosso modo, on est très très bien orienté. Si on prend les plus lâches en mensuel, c'est pour ça que je vous dis on attend des confirmations, c'est techniquement prendre ce lot nous emmènerait vraiment à faire la continuation. Mais quand on regarde dans des plus petites time frames, déjà on a pété, si vous voulez, les deux précédents lots qu'on a derrière nous. Donc on a un début de plus bas, plus haut, plus bas que le précédent, plus bas que le précédent. Enfin bref, je vous refais pas le dessin. Donc ça peut laisser à penser que le sud restera la direction en tant que telle. Et ce qui est forcément aussi pour nous l'accomplissement peut-être un peu en tout cas de ce cycle qui a été très très laborieux pour ceux qui ont été holders de altcoin et qui se sont vus des fois un petit peu surperformés par Bitcoin, et là peut-être que de ce point de vue là ça touche un petit peu à sa fin. Donc moi c'est vrai que dans ce sens là, quand je vois ça, j'ai tendance à me dire les rotations elles devraient continuer, on devrait enfin peut-être avoir le droit au bonheur, les gars, et ce sera vraiment plus que mérité. Et je pense que pour les arguments un petit peu qui peuvent nous pousser dans ces retranchements là, on les a quand même plutôt assez bien évoqués, quoi. Bien sûr, on a aussi parlé quand même de la perte de confiance dans l'obligataire, mais ça, ce sera une métrique à surveiller, puisque on a peut-être un nouveau normal maintenant aujourd'hui, et de plus en plus dans l'esprit des gens, l'obligataire ne sera peut-être plus le safe haven qu'il était auparavant non plus, quoi. Ou en tout cas avec des primes qui seront largement différentes. Ouais, avec un discount. Voilà. Parce que tu n'as quand même pas plus rassurant qu'un gros État si endetté. C'est ça. Même la France, tu vois, on est très endetté, trop endetté, mais on génère quand même de l'argent. N'importe qui regarde le bilan de la France, il voit très bien qu'il y a du pognon, il y a du cerveau, il y a du courage, les Français se lèvent, mais en fait, ils se font saigner, et que l'argent, il n'y a pas de problème d'argent en France, c'est juste un problème d'allocation. Tous les parasites qui mangent pour apporter strictement rien, et surtout viennent te dire ah ben non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ça, je pense que c'est de nature aussi à rassurer les marchés, et même si on voit des cracks obligataires, ça reste quand même entre guillemets la voie royale. Moi, j'ai pas envie de détenir ce genre d'actifs, mais c'est quand même dur d'avoir des produits entre guillemets qui sont backés par des entités aussi fortes. C'est unique au monde. Donc c'est dur de parier contre. Et dans le cas d'un crack vraiment obligataire, je pense pas que ce soit bullish court terme sur Bitcoin, mais de toute manière, fondamentalement, ça change rien à Bitcoin. C'est un truc que j'aime bien. Je crois que je l'ai repartagé ce matin d'ailleurs. Pour moi, les seules raisons d'être bearish, de façon générale, pas forcément là tout de suite, mais les seules raisons d'être bearish sur Bitcoin, elles sont techniques. Et donc, pour moi, c'est du bruit court terme. Alors que les raisons d'être bullish, elles sont totalement fondamentales et structurelles. Donc, là, on est plus sur du signal long terme pour moi. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas si je t'ai interrompu, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Non, grosso modo, vous avez un petit peu le récap. Les autres choses à rajouter, je les rajouterai au prochain épisode en face. Et pour contraster un petit peu, puisque la clé pour vous, pour nous, sera maintenant en fait de savoir quand même profiter de l'upside tout en gardant aussi bien des parachutes de sécurité, parce que ça promet quand même d'être challenging. Et j'ai envie de te dire, la manière dont on va construire un peu la price action autour des altcoins, il va falloir voir comment ça se passe, tu vois, si c'est vraiment beaucoup trop blow off top à ce moment-là. Peut-être qu'on aura effectivement le scénario, le prime thesis, quoi, d'ici 3 mois on a plié toute l'affaire. De l'autre côté, il y a aussi un nombre d'arguments qui peut être entendable et qui laisse à penser que en fait le marché ne nous laissera pas forcément le mode d'emploi cette fois-ci.
et qu'on rentre un peu dans une ère différente avec un nouveau lot de challenge et autres, et que en même temps le monde est de plus en plus en train de se rendre compte que la crypto est là pour rester aussi. Ouais. Et auquel cas que ça place quelque chose de différent par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre, et donc un perma-vide aussi qui pourrait continuer en allant vers 2026. Donc on prendra bien entendu un jour à la fois. Moi je manquerai pas de vous dire de toute façon ce que je fais en ce sens-là, et j'espère qu'on arrivera tous à en tirer le meilleur sans comment dire se faire justement trop secouer, quoi. Ouais, bah, moi perso, en définitive, je suis haussier, hein. Je m'attends encore à un nouvel ATH sur Bitcoin et bah, sur Ethereum, etc. et d'autres cryptos. Je pense que on a de la volatilité qui nous attend. Alors, je l'espère de la volatilité avec de l'upside, ce serait plus cool. Mais même si là, on a donné plein d'arguments et il y en a sûrement encore plein d'autres pour accréditer l'allongement d'un cycle, euh, le cycle il dure 4 ans jusqu'à preuve du contraire. Donc pour moi, la posture la plus raisonnable, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le live, c'est d'agir en tant que tel. ouais, t'es obligé quand même de prendre cette cyclicité en compte, te protéger un petit peu au scénario. Bah non, c'est le cycle il dure 4 ans, l'alt season elle va prendre feu en fin d'année, début d'année, mais c'est pas si on a des alts en feu en début d'année qu'il faut tout de suite s'enjailler sur un super cycle, etc. Donc jusqu'à preuve moi je veux bien y croire, hein, au super cycle. Il y a de bons arguments, notamment bah, la pression acheteuse structurelle, le fait que les investisseurs qui sont arrivés, bon, je parle pas forcément des treasury compagnies où il y en a, ça va être soit c'est des boîtes totalement zombies qui génèrent plus d'argent, dont le stock est à zéro ou est down only et qui sautent sur le train en marche. Mais quand des fonds souverains qui investissent, bah, potentiellement, ils sont là sur le long terme et ça se compte en dizaines d'années. Donc ça, c'est un très bon argument, mais il y a toujours la constante, hein, à tous ces marchés, tous ces mouvements de marché, c'est la psychologie humaine, tout simplement. Donc, si on a bel et bien de la volatilité, bah, les émotions vont revenir avec. Donc, essayez d'avoir un plan dès maintenant, un plan à 3 mois, un plan à 6 mois. Écrivez-le si ça peut vous aider. Ouais. Et surtout, je pense faut éviter. Ah, pour moi, il faut déjà être placé là où tu penses faire de la perf dans les 6 prochains mois. Si tu n'es pas déjà placé, je pense que ça doit faire partie des derniers moments auxquels il faut le faire. Et surtout, faut éviter les rotas toutes les semaines. Ouais. Entre le top performer de la semaine, parce que c'est très risqué. Et si au final le bag que tu viens de lâcher il perf bien par la suite, ben c'est double sanction. Et donc ouais, faut être très vigilant. Je pense qu'on a de l'upside. Moi je reste bearish sur tous ces launch coins. Pump Fun, il va faire un super run, je pense, mais vous faites pas trop attraper dans la méta, parce que là les chiffres sont bons, sont intéressants, mais c'est pas du business qui tient. Ça tient quand la musique elle tourne et qu'il y a une chaise pour que tout le monde s'assoie, Pump Fun. Mais dès que la tendance moyen terme elle est baissière, ils feront plus ces revenus. C'est tellement du cannibalisme, ce genre de produit. Ça va super bien perf, hein, tant qu'il y a de la musique, mais le jour où la musique s'arrête, ça perf pas en bear market, je pense. Même un hyper liquide va prendre une grosse claque si on a un vrai bear market comme on connaît, mais tu auras quand même du volume qui ira là-bas parce que les gens voudront shorter, etc. Les volumes fatalement vont être réduits, mais je pense que c'est quelque chose qui aura. C'est un protocole qui aura des forces en bear market. Bon, je ne suis pas là pour chiller hyper liquide
ou quoi, mais pour vous dire un petit peu ma vision des choses. Donc jusqu'à preuve du contraire, les cycles durent 4 ans et puis rendez-vous l'année prochaine. Grosso modo, long season. Dans tous les cas, qu'on top early ou qu'on top plus tard, on a pour l'instant le billet haussier. Et voilà, le but, ça va être d'essayer de capitaliser le mieux possible dessus en se sécurisant au fur et à mesure. J'aime ce que je vois quand même encore dans les charts aujourd'hui, je suis obligé d'en parler, mais c'est vrai que la construction et la succession d'une potentielle continuité de rotation des liquidités des plus gros actifs vers les plus petits, elle est là, elle est plus là aujourd'hui qu'elle l'était encore il y a quelques mois en arrière. Donc a priori, si on doit avoir une phase vraiment haussière et tout, on s'en rapproche, et je pense que, comme tu disais, on est peut-être sur les derniers moments où il est possible d'acheter des alts en ayant encore un baromètre de raisonnabilité assez correct, et plus vous allez avancer et plus il va être essentiel pour vous de savoir prendre des profits et de ne pas retaler la totalité de ces profits vers une nouvelle allocation, parce que vous allez acheter après des actifs qui vont être de plus en plus haussiers. Donc je pense que oui, ce que tu disais, ça faisait énormément de sens, et moi c'est comme ça que je l'aborde, mais en général je me prends des positions, j'essaye d'en tirer un gros bout sur l'uptrend. Je vendrai peut-être pas le top, mais l'essentiel après tout, les gars, c'est quand même de réussir déjà à faire de l'argent, mais le plus dur dans ce domaine, ça sera de le conserver. Et donc c'est là où on reviendra sur d'autres épisodes pour vous update et vous dire un petit peu en tout cas comment nous on gère cette situation. Ceci étant dit, j'espère que ce format vous a plu. Un petit peu une nouvelle exclue, un petit peu une nouveauté. En plus, effectivement, format dédié, donc en dehors des morning live. Et ça a été vraiment un plaisir de co-host ce format avec toi, mon Jeff. Et franchement, la porte est toujours très très grande ouverte chez Wen, et à tout moment, je suis prêt à remonter. Bon, déjà, je remonte lundi prochain, mais même sur d'autres épisodes, pour qu'on puisse parler un petit peu d'environnement comme ça, plus global. Et je pense que c'est toujours intéressant parce que ça permet à tout à chacun, en tout cas, de challenger le grand spectre des choses, en tout cas comment on avance et comment on ajuste nos positions au fur et à mesure. Et sur ce, écoutez les gars, on va vous souhaiter une très très belle fin de journée. Moi, je vous retrouverai demain pour le coup en morning live. Je vais laisser Jeff vous passer le mot de la fin, et puis on va wrap up le format là-dessus. Ouais, merci, toujours un plaisir de passer, de discuter de tout ça, surtout que, comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense qu'on va avoir des semaines intéressantes devant nous. J'avais juste un dernier petit indicateur bullish à partager. Si c'est de l'opium, on prend. Est-ce que tu peux re-switch sur mon écran, parce que là, je vois, normalement, je suis en partage. Voilà, tout simplement. Donc, si vous regardez le Pussy and Fear Index, il est dans le 20 orange. Les gens ont peur. Voilà, c'est bullish. C'est vrai qu'on a un marché quand même très qui n'est pas d'un seul côté de la barrière, et en général, tu préfères voir ça quand tu es encore long sur les marchés. Parce que si tout le monde a le même biais, partage le même biais que toi, des fois, dans ces moments-là où il faut que tu te remettes un petit peu en question, mais le cas échéant, on a un marché quand même départagé. Donc maintenant, qui aura raison, qui aura tort, l'avenir nous le dira. Mais écoute, nous ici, vous voyez un petit peu comment on se comporte, et on garde le biais plutôt bullish, en tout cas en allant vers cette fin d'année. Sur ce, gentlemen, une très belle journée. On vous retrouve dès demain matin sur la morning live. C'était un plaisir d'animer ce petit format avec toi, mon Jeff. Yes, merci à tous. Ciao l'équipe. Allez, ciao, bonne journée tout le monde. On grimpe sans racines pourries, que du solide dans les corps. Les feuilles tombent, les cycles passent, mais l'arbre reste là. 2025, on a le recul, on s'intègre dans des réserves d'état. Ouais, les branches tombent une par une, mais le tronc reste là. Les algues